Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à cette présentation de la relâche Prolon Focus 7.5. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Antoine Lamarche, le chef formateur chez Prolon. Vous avez mes coordonnées au bas de l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, vous avez sans doute remarqué, vos microphones ont été délibérément éteints. Question d'éviter un petit peu un brouhaha. Il y aura des périodes de questions allouées un peu plus loin dans la présentation sous la forme de messages, là, de chatbox. Alors, ne vous gênez pas. Envoyez vos questions par le chatbox et on va y répondre. Ce qu'on va voir aujourd'hui, évidemment, c'est tout ce qui se rapporte, les nouveautés avec la relâche 7.5. On ne fera pas un tour d'horizon, une présentation générale de tous les produits Prolon, toutes les technologies. Ça ne se rapporte qu'aux nouveautés. Alors, on prend donc pour acquis que vous maîtrisez déjà la plateforme 7.4 avec ses fonctionnalités. Et on va donc montrer seulement qu'est-ce qui était amélioré, qu'est-ce qui était ajouté avec la relâche 7.5. Alors, c'est ce qu'on va faire. Si vous avez des questions, s'il y en a parmi vous qui souhaitez sortir un peu du contexte ou voir d'autres choses, ben, je vous en prie à la fin de la présentation, communiquez avec nous. Si vous êtes des entrepreneurs, vous pouvez aussi communiquer avec notre distributeur ProControl, qui est expert en la matière. Bref, il y a des gens pour vous répondre. On va se faire un plaisir là, de discuter de la technologie Prolon, de ses applications, de nos produits là, plus en large, là, si nécessaire. Alors, sans plus tarder, la relâche Focus 7.5. Alors, qu'est-ce que ça comporte? Donc, on va faire un tour. Oups, bon. Ordinateur qui fait des petites. Oh, bougez pas. OK, le voici, le voilà. Alors, ça commence donc évidemment par le site web proloncontrols.com en souhaitant que vous l'avez déjà fixé dans vos onglets favoris. Prolon Controls, ben, c'est là où vous allez vous rendre pour télécharger la version Focus 7.5 qui est déjà disponible, soit dit en passant, depuis la semaine dernière, là, date officielle de la relâche, là, qui était mercredi de la semaine passée, il y a donc une semaine déjà. Alors, il suffit de cliquer sur le lien Télécharger Focus de façon à mettre à jour votre ordinateur puis être capable d'exploiter les nouvelles fonctionnalités des régulateurs version 7.5 qui sont désormais livrés tels quels à partir de notre atelier de fabrication. Alors, tous nouveaux produits sont déjà relâchés sur la plateforme 7.5. Donc, on vous invite à vous mettre à jour, mettre vos ordinateurs à jour le plus rapidement possible pour exploiter toutes ces fonctionnalités-là. Alors, si on va dans le détail maintenant, qu'est-ce que ça sous-entend comme fonctionnalité, comme changement? Bon, on commence par le NC 2000. Alors, parmi les nouveautés NC 2000, de nouvelles variables qui ont été rajoutées dans sa liste de distribution, notamment l'humidité extérieure. On va en parler un peu plus tard avec le contrôleur de climatisation. L'humidité extérieure va être utilisée pour le calcul de l'enthalpie. Alors, je fais mon petit spoiler tout de suite. On fait maintenant de la gestion par enthalpie au niveau du régulateur d'unité de climatisation pour l'économiseur notamment. On revient là-dessus un peu plus loin. Alors, ça commence par une lecture d'humidité extérieure. On n'a pas besoin d'avoir une sonde d'humidité extérieure par régulateur. Ça n'en prend qu'une seule. Et le contrôleur réseau NC2000 va se charger de la redistribution de ce paramètre-là, comme il le fait déjà pour la température extérieure, puis également la température d'eau alimentée qu'on va voir dans une seconde. Une autre nouveauté, version 7.5 pour le NC2000, la possibilité de créer, de sauvegarder, d'appliquer des modèles de configuration, ce qu'on appelle en bon anglais un template. La fonction template existe pour à peu près tous les autres régulateurs Prolon. Question d'être capable de faire du copier-coller de configuration. On peut aussi le faire pour le NC2000 maintenant. Ce qui est pratique, ça permet de faire une sauvegarde de sa configuration. S'il arrivait quelque chose dans un projet, vous devez remplacer votre contrôleur réseau, bien, vous êtes capable d'en garder, d'en copier, sauvegarder une configuration complète. C'est une nouvelle fonction qui a été rajoutée au NC2000. Et c'est ça, la grosse surprise, je ne vous ferai pas patienter plus longtemps,
c'est la relâche du module de communication sans fil PL3Com qu'on va voir à la fin de la présentation. Alors, pour être compatible avec cette nouvelle technologie-là, ben, nos appareils doivent évidemment être prêts à y faire face. Alors, la version 7.5 du NC2000 est déjà prête pour accommoder le futur PL3Com là, qui va être mis sur le marché bientôt. Ça, on va voir ça en détail dans une petite fenêtre de navigation Focus. On va se promener d'ailleurs entre le PowerPoint et une session de navigation Focus. Ça va être pas mal plus intéressant. Autre changement, ben, les régulateurs de chaudière et refroidisseur. Fait que dès qu'on se met à parler de chaudière ou un boiler controller, le refroidisseur, ben, c'est le contrôleur de chiller. Les deux s'occupent de gérer des circuits d'alimentation d'eau, un pour refroidir, l'un pour chauffer. Avant ça, ça prenait des sondes indépendantes pour ces appareils-là. Maintenant, la beauté, c'est qu'on peut avoir une seule sonde sur un des régulateurs et à travers le NC2000, faire une distribution de cette lecture-là. Donc, fini les sondes individuelles. Maintenant, on peut en avoir qu'une seule et être partagée. On va vous le montrer. On va même vous montrer comment on fait cette distribution-là à l'écran dans un instant. Le fameux régulateur Flex. Bon, le Flex gagne du galon, que ce soit le Flex sur plateforme M2000, comme on le voit à l'écran, ou le plus petit C1050. Le Flex, oups, bougez pas, je suis un peu trop vite. Alors, le Flex gagne certaines fonctionnalités intéressantes. Puis ça, je vais vous donner un exemple complet. On peut maintenant créer des cascades entre différentes sorties. On peut créer des logiques de commande de régulation où une sortie, ou l'état ou le fonctionnement d'une sortie devient la condition primaire ou secondaire de fonctionnement d'une autre sortie. Plutôt que d'avoir des sorties qui se branchent sur des entrées puis se créent des espèces de boucles de rétroaction, maintenant, c'est directement dans la logique de configuration de Focus. Alors, on va vous montrer comment on fait ça. Ça, c'est une nouvelle fonction des sorties. Nouvelle plage de signal d'entrée, 2 à 10 volts DC, seulement sur le régulateur C1050, qui est capable de lire les signaux 0-10. Il peut maintenant lire une plage 2 à 10. Le but, c'était de faire de la lecture de signal de rétroaction sur des servomoteurs Belimo. Servomoteurs Belimo qui fonctionnent en 2 à 10 volts émettent des signaux de positionnement 2 à 10. On voulait donc avoir la possibilité de lire ce signal-là directement, sans être obligé de tout rééchelonner manuellement. Fait que c'est une nouvelle plage de signal qui a été créée. Également, puis ça, on va le voir aussi justement quand on utilise des sorties qui sont commandées soit par des fonctions mathématiques ou des résultats de d'autres sorties, on peut maintenant mettre une valeur différentielle à 0. Ça simplifie de beaucoup la configuration du contrôleur Flex, surtout quand on passe avec des valeurs extrêmes. On va vous montrer comment on le fait. En fait, regardez, on va le faire tout de suite. Si j'ouvre une session Focus à l'instant. Alors, je m'en vais en connexion locale. Je ne sais pas si vous voyez mon écran Focus actuellement. Okay. Bon, attends un peu. Je pense que j'ai un petit problème de partage d'écran. Vous voyez sans doute encore mon image de ma présentation. Bougez pas. On va arrêter le partage d'écran. Je pense que le problème est un partage. Ah, OK, je sais d'où vient la problématique. C'est comme si j'avais deux écrans simultanés. Bon, attendez un peu. On va travailler ça différemment. Si je m'en viens en partage ici. Ah, OK. Bon, ça, je pense que ça a un peu plus d'allure. Vous voyez actuellement mon écran Focus, n'est-ce pas? Excellent. Bon, merci. J'ai des feedbacks en temps réel des auditeurs. Alors, j'ai créé un petit système virtuel ici
à l'écran avec un régulateur réseau puis différents régulateurs. Fait qu'on va vous montrer justement certaines de ces nouvelles fonctionnalités-là. Alors, si je commence par ouvrir le régulateur réseau et on s'en vient à l'onglet distribution. Alors, distribution des horaires, température extérieure, ça c'était déjà le cas. Température de l'eau alimentée, ainsi que la température, que dis-je température, le taux d'humidité extérieure. Bon, l'eau alimentée, on en a glissé mot. Si on s'en vient dans un système que j'ai créé ici qui s'appelle une chaufferie, où j'ai un régulateur de chaudière, puis un régulateur de refroidisseur, ben, les deux vont avoir à gérer l'eau qui s'en va vers un réseau, par exemple un réseau saisonnier, là, eau chaude, eau froide combinée. Alors, je ne veux pas brancher deux sondes en simultané sur chacun des deux régulateurs. Fait qu'est-ce qu'on vient faire ici? Ben, on s'en vient à notre régulateur réseau, puis dans notre distribution d'eau alimentée, j'en définis un comme étant la source. Alors, exemple, c'est sur le régulateur de chaudière qui est branché la sonde physique. Alors, voyez-vous, il apparaît ici, puis on le voit à l'écran. Régulateur adresse 30 chaudière. Alors, je le définis comme source et je l'accepte. Et après ça, dans la grande section ici, la liste de distribution, je viens ajouter le prochain régulateur à qui je veux partager cette information-là. Ben, c'est le régulateur de refroidisseur, le chiller, à l'adresse 31. Alors, je fais OK et je fais appliquer. Et voilà, l'information de température d'eau va être partagée du régulateur de chaudière vers le régulateur de refroidisseur, ainsi que tout autre type de régulateur qui pourrait traiter cette information-là. Exemple, j'ai un régulateur flex à l'adresse 1 dans le système 1. Lui aussi est apte à traiter la température d'eau. Fait que ça peut ouvrir les portes à des séquences très intéressantes. Le flex peut gérer ce paramètre-là, cette variable-là, qui s'appelle température d'eau alimentée. Ceci dit, si maintenant je m'en viens, je retourne au système global, alors j'ai un climatiseur ici, j'imagine bien, oui. Un climatiseur avec des régulateurs de zone, un flex, puis j'ai un autre système avec, exemple, deux petits régulateurs de climatiseurs, des régulateurs, ce qu'on appelle des climatiseurs autonomes, là, des RTUS, commandés par une sonde de pièces directement. Alors, tous ces appareils-là, le RTUS comme le RTU, peuvent maintenant traiter l'information humidité extérieure. On va voir ça dans une seconde, je ne veux pas aller trop vite. Mais ce paramètre-là d'humidité extérieure, ben, encore une fois, c'est par le régulateur réseau qu'on est capable de venir le traiter, justement, à l'onglet de distribution. Distribution d'humidité extérieure, encore une fois, ça ne prend qu'un seul régulateur pour aller lire cette information-là sur l'entrée numéro 5 du régulateur M2000. Seul le M2000 est apte à lire une température, que dis-je température, un taux d'humidité, je me trompe, un taux d'humidité extérieur. Alors, c'est seulement les régulateurs de type climatiseur, climatiseur autonome ou climatiseur de zonage, donc RTU, RTUS, qui sont aptes à lire et recevoir l'information d'humidité extérieure. Alors, si je décide que c'est le RTU 20, parce que c'est sur lui où physiquement la sonde d'humidité a été branchée, je le définis comme la source de l'information. Alors, c'est la première étape à faire. Puis après ça, en liste de distribution, je peux activer les deux autres régulateurs et les mettre dans la liste et faire appliquer. Alors, de cette façon-là, ça prend un seul régulateur qui a la sonde d'humidité extérieure et ainsi tout le système, tout l'édifice complet sous l'autorité d'un contrôleur réseau NC2000, tous les régulateurs de climatiseurs qui ont besoin de cette lecture-là vont la recevoir. En passant, c'est ça la beauté, on a séparé la fonction température extérieure de humidité extérieure. Donc, ça peut être deux contrôleurs différents qui traitent chacun une sonde. On n'oblige donc pas quelqu'un qui a déjà une sonde de température extérieure raccordée sur un climatiseur d'aller brancher la sonde d'humidité extérieure sur le même régulateur. Ça peut être un autre régulateur, il n'y a aucun problème. Le contrôleur réseau, lui, gère ça comme des listes de distribution d'informations complètement indépendantes les unes des autres. Alors, ma température extérieure, regardez, pourrait être lue par justement le climatiseur ou maintenant, elle pourrait venir du contrôle de refroidisseur parce que ça donne que c'est lui
qui est le plus facile à aller chercher. Et après ça, dans ma liste de distribution, je pourrais l'envoyer à mes différents appareils, mes différents climatiseurs. Alors, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'on peut maintenant diversifier, puis ça rend l'installation beaucoup plus facile au niveau des capteurs. OK, si on va regarder du côté du flex maintenant, où justement il y a des choses pas mal intéressantes qui ont été rajoutées. Alors, j'ai un contrôleur flex ici. Je vous disais, on peut maintenant avoir des commandes, des sorties qui peuvent être contrôlées, pas juste par une entrée locale d'information, de température, quoi que ce soit. Ça peut être carrément une sortie. Donc, une sortie vient commander une autre sortie, littéralement. J'ai un petit exemple en tête. Je vais peut-être le garder pour plus tard. Je vais être sûr qu'on fait le tour de tous les sujets avant. J'aurai une petite simulation, justement, là, une séquence que j'avais, que je vais vous montrer plus tard, qu'on va faire avec le contrôleur flex. Par contre, il y a quelque chose de plus important que je vais vous montrer avant avec le flex. Et pour ça, on va retourner à notre... Oups. Retourner à notre écran focus. Je suis en train encore de me mélanger dans mes images. Je pense que j'ai des petits problèmes avec ma présentation. Peut-être y aller comme ça va être plus facile. OK. Bon, M2000, en fait, M2000 CD50, les contrôleurs RTU. Fait qu'après le flex, parlons des RTU. Là, il faut être prudent parce qu'il y a beaucoup de nouveautés pour le contrôleur RTU ainsi que pour le contrôleur RTUS. Mais certaines de ces nouveautés-là ne sont exclusives qu'au RTU, d'autres sont partagées, alors on va être prudent ici dans ce qu'on vous donne comme information. Dès qu'on parle de RTU, le régulateur RTU, comme vous le savez déjà, c'est un régulateur maître. Donc, il est en autorité par rapport à des contrôleurs qui sont placés sous son autorité, sous sa gouverne, qu'on va appeler des contrôleurs esclaves ou subalternes. Et donc, il y a un échange d'informations qui est possible entre ces appareils-là. Le RTU émet, transmet de l'information, pose des questions, reçoit l'information des contrôleurs subalternes, puis fait des analyses avec ça. Alors, il y a un véritable échange qui se fait. Alors, les RTU, maintenant, ont des nouvelles fonctions qui vont justement mettre en jeu un contrôleur flex. Alors, avec la relâche 7.5, on peut maintenant faire jusqu'à, tenez-vous bien, 8 étapes de refroidissement. Et ce qui est bien, c'est que l'interface DMUX, certains parmi vous ont de l'expérience avec cet appareil-là. C'est une petite interface qui vient d'un autre fabricant, la compagnie ACI, compagnie américaine ACI. C'est une interface qui permettait de rajouter des étapes de climatisation à un régulateur Prolon, surtout quand on dépassait 2 étapes. Le régulateur RTU Prolon peut faire 1 ou 2 étapes, donc stage Y1, stage Y2 en climatisation. Mais dès qu'on parlait de Y3, même Y4, c'est impossible. Il fallait absolument joindre le fameux module DMUX de ACI. Et le DMUX, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une des sorties physiques du régulateur RTU, la sortie numéro 2, la sortie digitale 2, DO2, qui se met à pulser. Et selon la durée de la pulsation, le module DMUX interprétait le nombre d'étapes de climatisation à allumer ou à éteindre. Mais tous les branchements se faisaient par la carte DMUX. Bon. La carte DMUX a été retirée du marché. Le fabricant a cessé de produire ce produit-là. On a vu venir cette situation-là depuis longtemps, puis on a tout de suite pallié à ça. Alors, pour ceux qui ont encore des DMUX sur chantier ou qui en ont peut-être nos distributeurs en ont encore en tablette, il est toujours possible d'utiliser l'interface DMUX. On n'a pas cancellé, on va toujours continuer à supporter cette option-là. Ceci dit, dès qu'on dépasse 2 étapes, donc on tombe à 3 étapes et plus en climatisation, maintenant, avec la version 7.5, on n'a plus à utiliser le DMUX, on peut utiliser un régulateur flex. Et le flex, selon que c'est un C1050 ou un M2000 flex, bien, on peut aller jusqu'à 8 étapes de refroidissement mécanique. Et la beauté, c'est que les 2 premières étapes, Y1, Y2, peuvent être prises directement sur le régulateur RTU, ce qui n'était pas le cas avant. Fait que vous pouvez brancher vos Y1, Y2 directement de votre C1050 ou de votre M2000 RTU
Et les étapes 3 et plus, vous pouvez les faire avec le Flex. Ou vous pouvez littéralement prendre le Flex comme un module de stage complet, puis passer toutes les étapes de 1 à 8 si nécessaire sur cet appareil-là. Si c'est votre souhait, vous pouvez le faire. Vous avez donc les deux choix. Fait que ça, on va vous montrer un exemple complet. On va retourner dans la page Focus. Des nouveautés au niveau du fonctionnement de la ventilation, il y a des délais qui nous ont été demandés depuis longtemps et qu'on a maintenant fournis, donc on lance avec la version 7.5. Il y a, premièrement, ça c'est très intéressant, un délai au démarrage du ventilateur. En fait, c'est un délai qui précède le démarrage du ventilateur, qui est extrêmement utile pour ceux d'entre vous qui ont des projets où il y a plusieurs unités de climatisation, plusieurs unités de toit, qui, exemple, opèrent à partir d'un horaire d'occupation. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'en mettant un délai et en mettant des délais différents, c'est ça le secret, il ne faut pas mettre le même délai à toutes les mêmes machines, mais mettre tous des délais différents, c'est qu'on va décaler le départ des machines, ne serait-ce que de quelques secondes les unes des autres, pour éviter une pointe de surconsommation électrique soudaine. Si vous avez 10 unités de toit qui décollent toutes en même temps, à l'intérieur d'une fraction de seconde, ça va créer tout un coup sur le circuit de distribution électrique au risque de faire lever des disjoncteurs, ce qu'on veut évidemment éviter à tout prix. Alors, en créant des délais et en décalant la valeur des délais de 5, 10, 15 secondes de différence entre les appareils, ça vous permet de faire un décalage lors du démarrage de ces unités-là. Ça, c'est une nouveauté. On va vous le montrer dans Focus. Ce n'est pas juste lors de l'utilisation d'un horaire d'occupation. On pourrait dire, ben oui, il suffit de mettre des horaires d'occupation différents par machine. OK, d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une panne électrique? Quand le courant revient et que le contrôleur réseau dit, ben regardez, il est telle heure, vous êtes techniquement en horaire d'occupation, tout le monde, fait que tout le monde repart en même temps. Alors, c'est là que ce petit délai-là devient extrêmement intéressant et va éviter justement là, des problèmes au niveau des circuits électriques du bâtiment. Fait que ça, on a mis ça. On a également mis des délais précédent chauffage, climatisation et suivant chauffage, climatisation. Fait que si vous avez une unité où le ventilateur opère en mode automatique, donc ça vous prend une demande pour partir la clim ou chauffage et partir la ventilation, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on part la ventilation avant. On appelle ça un délai de pré-ventilation. En anglais, c'est un pre-purge. Donc, on stabilise l'air dans le système de ventilation avant d'autoriser clim chauffage. C'est un délai ajustable, bien entendu. Mais il y a aussi le délai de post-ventilation, ou en anglais, on appelle ça un post-purge, qui est beaucoup plus intéressant. C'est qu'une fois l'appel de climatisation, de chauffage terminé, et que l'étape où la sortie de chauffage ou clim s'éteint, bien, on laisse fonctionner le ventilateur pendant un certain délai pour vraiment sortir tout l'air du système, le laisser se purger et stabiliser les températures, éviter des problèmes de poche d'air chaud, d'air froid ou d'humidité, d'eau qui ruisselle sur le condenseur, pas le condenseur, dis-je, l'évaporateur, mettons, d'unité de climatisation, bref, pour toutes sortes de raisons. Un délai de fonctionnement de ventilation, là, de post-ventilation devient intéressant. Ça aussi, je vais vous montrer ça. Et grosse nouveauté, ça a été demandé par beaucoup de clients, on a rajouté une nouvelle séquence d'inversion de la priorité chaud-froid. Quand vous avez un système de zonage, beaucoup de zones demandent du chauffage, mais en même temps, beaucoup de zones demandent du refroidissement. On se ramasse en situation de demande conflictuelle où on voudrait faire les deux actions en même temps, ce qui est évidemment impossible. Mais par le passé, soit qu'on gérait la priorité de façon absolue ou on laissait la température extérieure décider. Alors, s'il faisait plus froid que X degrés dehors, ben, on basculait en priorité chauffage. S'il faisait plus chaud, ben, on basculait en priorité refroidissement. Maintenant, on a la possibilité de basculer par alternance de temps. Alors, on essaie de satisfaire tout le monde, un après l'autre, un petit peu à la fois. Fait qu'on a un délai, exemple 30 minutes, ben, pendant 30 minutes, on descend les besoins de chauffage. Après ça, ben, pendant 30 minutes, on descend les besoins de refroidissement. Je vais vous montrer le réglage là, dans une petite seconde. Encore une fois, d'autres possibilités, d'autres fonctionnalités qu'on a lancées. Pas juste avec le RTU, mais aussi le RTUS, qui est le climatiseur autonome. On parlait d'humidité extérieure tout à l'heure. Bien, il y a une raison à ça. C'est que maintenant, on fait une gestion de l'économiseur, une prise de décision du mode économiseur
par l'enthalpie. Alors, ça peut être l'enthalpie extérieure, ça peut être une enthalpie différentielle, ça peut rester la température là, de bulbe sec. Vous avez maintenant des choix qui vous sont offerts. C'est pour ça. Et on fait nous-mêmes le calcul d'enthalpie. Alors, on part d'une lecture d'humidité extérieure et ou d'humidité de gaine de ventilation, d'humidité intérieure du bâtiment pour faire le calcul de l'enthalpie interne au bâtiment. On va essayer de se brancher sur notre système et vous le montrer en temps réel. C'est très intéressant de voir ça. On a amélioré ou rajouté certaines fonctionnalités sur certaines sorties. Fait qu'on essaie de faire plus avec moins. Exemple, la sortie analogique 3 sur le régulateur M2000, qui est généralement utilisé pour la gestion de pression, contrôler un volet de contournement ou un variateur de fréquence dans un système à volume variable. Bien, si vous avez une unité autonome qui dessert un lieu unique, techniquement, vous n'opérez plus en volume variable, vous opérez en volume constant. Alors, le ventilateur, bien, il roule à sa capacité nominale et vous n'utilisez pas la boucle de contrôle de pression. Pour cette raison-là, cette sortie-là, sortie analogique 3, on lui a maintenant greffé une nouvelle fonction. Fait que vous avez un choix à faire, ça ne peut pas être les deux. Et cette fonction-là, c'est de faire du refroidissement modulant. Vous êtes donc plus obligé d'utiliser l'ancienne interface PTA2 qui était juste disponible pour le RTU, qui n'aurait pas marché avec le... pardon, oui, je m'excuse. La PTA2, oui, aurait marché avec le RTUS, c'est vrai. C'est la sortie Digital 2 qui était utilisée en mode pulsation, c'est vrai, je m'en excuse. Alors donc, vous n'êtes plus obligé d'utiliser l'interface PTA2. La raison est que la PTA2, tout comme l'interface DMUX, est elle aussi fabriquée par le fabricant américain ACI et elle aussi est retirée du marché. Alors, on est donc capable, à partir de la sortie analogique 3, de directement moduler du refroidissement. Là, évidemment, on ne parlera plus d'unité de toit avec des serpentins expansion directe. On va parler plutôt d'unité de ventilation intérieure avec des serpentins à eau froide où on module une valve. Alors, c'est l'exemple typique d'utilisation de cette sortie-là. Une autre fonction qui a été demandée souvent, qu'est-ce qu'on fait quand on a des détecteurs de fumée dans un bâtiment et en cas de détection de fumée, on veut couper les systèmes de ventilation? Bien, souvent, on dit aux gens, bien, passe-toi un relais, puis viens couper le 24 volts, puis on coupe le panneau, on arrête tout de façon assez brutale. Ce n'est plus nécessaire. Une nouvelle fonction qui est rajoutée sur l'entrée numéro 4 du M2000, l'option d'un contact d'alarme pour stopper la ventilation. Alors, dès qu'on achemine un contact sur cette entrée-là, ça coupe la ventilation tout de suite. Et dès qu'on coupe la ventilation, bien évidemment, il n'y a plus aucune action de chauffage-refroidissement qui est possible. C'est une nouvelle option rajoutée sur l'entrée 4. Et finalement, la séquence de refroidissement vernier, ça, c'est une bête un peu étrange. Certains d'entre vous ont sans doute entendu parler de la technologie Digital Scroll Compressor du fabricant Copeland. Alors, ce sont des unités, puis plusieurs manufacturiers sur le marché utilisent ou vont utiliser les compresseurs Copeland. Alors, ce n'est pas un compresseur avec un inverter, c'est un compresseur qui utilise une technologie avec une valve de décharge de gaz modulante par pulsation. Qu'est-ce que c'est que tout ce charabia que je suis en train de vous dire? C'est la possibilité de moduler de la climatisation avec un compresseur. Alors, c'est vraiment une technologie de compresseur de climatisation modulant qui est exclusive à Copeland et on a créé une séquence sur mesure pour pouvoir contrôler ce type de séquence-là, ce type d'appareil-là. Ça s'appelle une séquence vernier parce qu'on module ce compresseur-là et on peut en plus activer des étapes on-off. Alors, l'étape vernier, c'est une étape de peaufinage qui permet vraiment d'adapter la capacité de refroidissement à la demande. Alors, ça permet de faire de la climatisation vraiment sur mesure et avoir un rendement extrêmement précis. Je n'irai pas plus loin dans l'explication technique de la séquence vernier. C'est extrêmement sophistiqué. Et à elle seule, ça demanderait 1 à 2 heures de présentation si on voulait vraiment aller dans le détail. S'il y en a qui ont des questions, je vous invite après à prendre contact avec nous, puis on pourra mieux vous détailler ce que ça fait, cette séquence-là. Si on retourne à notre écran Focus, ben, on va vous montrer justement ces fonctionnalités-là. Alors, si on s'en vient justement sur notre climatiseur et qu'on ouvre la section de l'écono, alors par défaut, ça demeure les mêmes réglages d'usine
que vous étiez habitué de voir avec la version 7.4, voyez-vous, le mode bascule été-hiver est toujours en température. Donc, on l'a appelé tout simplement bulbe sec maintenant, dry bulb. Et vous avez votre point de consigne. Donc, c'est ça qui va faire basculer votre séquence écono versus refroidissement mécanique. Là où ça change, c'est maintenant justement les choix. Alors, enthalpie simple, enthalpie différentielle. Alors, enthalpie simple, ben, pour ceux qui connaissent bien les petits modules fabriqués par Honeywell, pour ne pas le nommer, on a carrément réutilisé les mêmes courbes. Alors, les courbes d'enthalpie A, B, C, D, E. Puis à chaque courbe, vous avez la valeur qui est donnée ici. Alors, il y a une température de haute limite extérieure en plus de l'enthalpie maximale à ne pas dépasser. Fait que si l'enthalpie extérieure devait dépasser cette valeur-là ou la température, bien, ça veut dire que l'air extérieur n'est pas approprié pour faire du refroidissement naturel. Donc, on ferme les conneaux puis on roule en climatisation mécanique. Alors, plus vous descendez bas et plus les conditions deviennent exigeantes. Donc, on est moins tolérant d'une enthalpie élevée. On veut de l'air vraiment frais et sec. Alors, les 5 courbes sont ici. En enthalpie différentielle, dis-je, bien évidemment, là, ça vous prend une double lecture d'humidité. Alors, l'humidité extérieure, comme je vous dis, doit être inclus par un régulateur de climatiseur M2000 sur son entrée numéro 5. C'est là où on peut brancher maintenant la sonde d'humidité extérieure. Alors, ça en prend un seul qui se sacrifie pour la bonne cause. Et avec le NC2000, s'il y en a un sur votre projet, bien, vous répartissez cette lecture-là à tous les autres régulateurs qui feraient la même séquence d'enthalpie. L'enthalpie différentielle, bien évidemment, ça prend la sonde d'humidité sur l'entrée 6, qui est généralement dans la gaine de retour ou dans l'espace que vous gérez. Et en enthalpie différentielle, bien, c'est ça. C'est qu'on compare l'enthalpie extérieure versus l'enthalpie du bâtiment. Et si l'enthalpie extérieure devait être inférieure à celle du bâtiment, bien, il y a juste moins d'énergie, de chaleur latente dans cet air-là. Bien, on le juge approprié pour faire du refroidissement. Et c'est là qu'on autorise le refroidissement extérieur, donc la séquence de free cooling, selon une enthalpie différentielle. Il y a un différentiel fixe, je pense, qui est à 2 BTU par livre. Alors, il faut que l'enthalpie extérieure soit au moins 2 BTU par livre, inférieure à celle du bâtiment, pour autoriser cette séquence-là. Une autre option, contact externe, on a rajouté cette petite fonction-là. Si vous avez des unités qui ont déjà des modules économiseurs intégrés, où il y a déjà un module de lecture d'enthalpie intégré, et ce module-là fait juste vous donner un contact sec, bien, vous pouvez carrément récupérer le contact sec qui décide de quand vous basculez en mode économiseur versus quand vous rebasculez en mode climatisation mécanique. Fait que c'est un choix additionnel qu'on a donné pour vraiment donner le maximum de flexibilité, de possibilités à tout utilisateur là, qui veut gérer son économiseur. Alors, le mode contact externe, je veux juste dire que c'est un autre système qui décide pour vous des conditions favorables à faire du refroidissement naturel. Fait que ça, c'est cette nouvelle fonction-là qu'on a rajoutée. Parlons refroidissement maintenant. Je vous parlais des étapes de refroidissement. Bien, si on a de 1 à 2 étapes, ce sont donc les sorties DO2, DO3, autant sur le C1050, le M2000, RTU ou RTUS, qui procèdent à cette climatisation-là. Si maintenant on doit aller à plus de 2 étapes, si on parle de 3 étapes en montant, ça se fait avec un RTU. Le RTUS ne peut pas faire ça, sauf si on lui adjoint le DMUX. Il pourrait aller jusqu'à 4 étapes maximum. Mais si vous avez un régulateur de type RTU, qui est un mètre, on peut aller jusqu'à, tenez-vous bien, 8 étapes de refroidissement. C'est peut-être extrême, mais regardez, tant qu'à faire, on a mis le paquet. Préférant ça à plutôt se faire dire, ben, regardez, vous avez créé 5 étapes, on en voulait 6, vous en avez créé 6, on en voulait 7, regardez, on en a mis jusqu'à 8, on ne sait pas si ça va être exploité jusqu'à ce point-là, mais on a mis beaucoup d'étapes. Évidemment, bon, passer un certain nombre d'étapes, c'était vous à gérer toutes les valeurs de consigne, donc le seuil en demande de refroidissement nécessaire pour activer chacune de ces étapes-là. Maintenant, comment ça fonctionne avec un régulateur flex? Bien, bon, 8, c'est peut-être extrême. On va y aller à 4 étapes, disons. On va garder ça un peu plus simple. Si on y va à 4 étapes, bon, 35, 50, 80, 90, peu importe les seuils, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on va
envoyer cette information-là vers notre régulateur flex. Alors, les étapes 1 et 2, c'est important de le rappeler, sont toujours physiquement disponibles sur les sorties DO2, DO3 du régulateur RTU lui-même. Mais vous avez le choix ou non de vous brancher là-dessus ou d'envoyer les étapes 3 et 4 sur le régulateur flex ou de configurer votre flex pour qu'il gère de lui-même ces 4 étapes-là. Fait qu'on va faire ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour que ça fonctionne, il faut utiliser une fonction mathématique qu'on va envoyer vers le régulateur flex. Et cette fonction mathématique-là, c'est carrément le résultat de ces demandes à activer ces 4 étapes-là. Alors, dans les fonctions mathématiques, ça, en passant, c'est quelque chose qui existait déjà avec la version 7.4. Peu importe comment vous gérez votre chauffage-refroidissement de l'unité, on va prendre une autre fonction mathématique qui n'est pas exploitée. Ça pourrait être la 3, la 4, la 5, ça ne fait aucune différence. Et on vient activer cette fonction-là en mode sortie de refroidissement. C'est donc une fonction mathématique, je dirais, sortante. C'est qu'on publie sur le sous-réseau du régulateur RTU le résultat de cette fonction-là, la mathématique 5, pour que le flex vienne la prendre, il l'analyse et fasse quelque chose avec ça. Alors, ça veut dire quoi, sortie de refroidissement? C'est vraiment l'état logique des étapes quand elles vont être autorisées à s'activer. Et ça tient compte des délais, des températures, bref, de tous les autres types de protection que le RTU va exercer sur ses propres sorties à lui. Alors, c'est la même logique, mais on l'envoie en information externe pour qu'un contrôleur flex prenne la relève. Alors que ce soit vos limites de température de retour, limites extérieures, limites par la température d'alimentation, même les délais, regardez, les délais minimum de marche, délais minimum d'arrêt, tous ces paramètres, toutes ces protections-là, ils passent dans la fonction mathématique qui s'appelle sortie de refroidissement. Alors, souvenez-vous, on vient de faire une configuration à 4 étapes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois ça configuré dans mon régulateur, je m'en viens dans le régulateur flex. Et là, je m'en viens configurer. Ici, j'ai un petit modèle flex. Ici, le flex que j'ai choisi de créer à l'écran, c'est le C1050, qui est la plus petite des deux plateformes. Mais c'est parfait, ça fait exactement le travail dont on a besoin ici. Alors, je m'en viens dans ma première sortie. Et qu'est-ce qui va être la source de fonctionnement? Alors, qu'est-ce que je viens faire ici? Je m'en viens carrément créer mes sorties de climatisation. Mes 4 étapes Y1 et Y4, on va les créer ensemble. Alors, quelle est la source de commande de ma première sortie qui va être la Y1, d'après vous? C'est une température? Non. C'est une variable qui vient du réseau, notamment du climatiseur, du RTU, qui est au-dessus de lui en termes d'autorité. Et c'est la mathématique 5, tout simplement. Cette sortie-là, ben, j'en fais ma première étape de climatisation. Je vais donc l'appeler Y1. Et est-ce qu'elle est en chauffage? Ben non, c'est une action de refroidissement. Maintenant, le piège. Consigne 0. À quelle valeur dois-je mettre la consigne? Ce qu'il faut comprendre, et ça c'est un petit peu spécial, c'est que comme j'ai configuré ma fonction de refroidissement dans mon régulateur RTU pour 4 étapes, bien, la fonction de refroidissement, elle va suivre 4 étapes sur une plage de 0 à 100 %. Autrement dit, prenez 100 % et divisez ça par le nombre d'étapes de climatisation que vous avez sélectionnées. J'ai choisi 4 étapes. Donc, ma fonction mathématique, elle va avoir 4 niveaux. 25 % quand je vais demander ma première étape de clim, 50 % pour la deuxième, 75 % pour la troisième, 100 % pour la quatrième. Il n'y a pas de modulation de la valeur mathématique 5. C'est qu'on passe de 0 à 25 % pour appeler la première étape de clim, de 25 à 50 pour la deuxième, 75 à la troisième, 100 % à la quatrième. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Alors, pour que mon Y1 sur ma Digital 1 de mon Flex s'active quand mon régulateur de climatiseur embarque du moins, fait une demande de climatisation, ben, il va émettre 25 % ma fonction mathématique. Il faut donc que ma consigne ici soit au plus de 25 %. Pour jouer safe, je peux la mettre à 24 % et je fais appliquer. Donc, la fonction mathématique, quand elle va appeler pour la première étape de clim Y1, va émettre d'emblée le chiffre 25 %. Alors, ma consigne étant 24, cette sortie-là va être activée. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et vous voyez, le différentiel peut rester à 0 parce que je n'ai pas une valeur mathématique qui va fluctuer
de façon progressive et linéaire et proportionnelle. On passe, comme on dit, à la vitesse de l'éclair de 0 à 25 %. Il n'y a pas de valeur intermédiaire, il n'y a pas de variation entre les deux. Alors, je mets 24 % pour exemple, ma première étape. Alors, après ça, ben, vous aurez deviné que si je vais aller régler ma Y2, ben, elle aussi est gérée par la même variable réseau mathématique 5. Ça va donner ma Y2. Et d'après vous, à combien je mets ma consigne? Si je vous dis que ma première étape de clim embarque à 25, ma deuxième embarque à 50 %. Donc, juste pour jouer safe, je vais la mettre à 49 %, non pas en chauffage, mais en refroidissement, et j'applique. Et on va faire la même chose pour la sortie numéro 3, variable réseau, qui va être mathématique 5. Alors, ma Y3 s'en vient ici. Refroidissement. Alors, le Y3, ben, c'est 3 quarts, c'est 3 sur 4, c'est 75 %. Fait que j'y mets un 74. Puis finalement, ma sortie digitale 4. Encore une fois, une variable réseau. Mathématique 5. Alors, Y4 en refroidissement. Puis comme je sais que ma Y4 va être à 100 %, bien, celle-là, je vais la mettre à 99. Alors, je viens de créer sous vos yeux une interface à l'aide de la carte de contrôle Flex. Je viens de créer une interface 4 étapes refroidissement. Et la beauté, c'est que la carte Flex pourrait physiquement être à distance du régulateur RTU, pourrait carrément être installée dans la machine, pourvu qu'on ait un fil de communication qui se rende du RTU au Flex pour lui acheminer l'information. Fait que c'est ça la beauté. Fait que mon Y1 et Y2 peuvent rester sur mon climatiseur ou être envoyés au Flex, une combinaison des deux. Fait que là, vous voyez l'exemple pour 4 étapes. Imaginez si j'avais eu 8 étapes de refroidissement, ben c'est 100 % d'action de clim divisé en 8 étapes. Fait que chaque étape, ben c'est 1/8 de 100 %. Ça sert des tranches de 12. Fait que le premier stage embarque à 12 %, le deuxième à 24-25, le troisième à 37, le quatrième à 50, ainsi de suite. Alors, il faudrait jouer avec beaucoup plus de valeur de consigne. C'est comme ça qu'on prend maintenant un flex pour en faire ce qui était anciennement le DMUX. Alors, c'est de cette façon-là dont on s'y prend. Parfait. Pour le régulateur flex, ce que je voulais vous montrer également, dans la ventilation du régulateur de climatisation, voyez-vous, délai, temps minimum de marche, on l'avait déjà, délai de départ. Et ça, c'est le fun. Regardez, vous avez toujours des petits fichiers d'aide quand vous laissez votre curseur sur le terme technique ou sur la phrase. Alors, ça le dit, le délai du départ du ventilateur, le but, c'est de désynchroniser le départ des unités, éviter un phénomène de surconsommation électrique instantanée. C'est votre responsabilité de mettre des délais différents dans chaque machine. On s'entend. Le 15 secondes que vous voyez là, c'est le délai d'usine. Si vous ne le touchez pas, elles vont toutes décoller ensemble 15 secondes après le départ. Alors, c'est à vous de mettre un délai à 0 sur une machine, mettre un délai à 5 secondes sur une autre, mettre un délai à 10 secondes sur une troisième. Alors, c'est à vous de créer cette séquence-là. Vous faites ça une fois, puis techniquement, vous n'y retouchez plus. Les délais de pré- et de post-ventilation, comme vous expliquais plus tôt. La pré-ventilation, on l'a laissé à défaut par 0. Donc, s'il y a une demande pour partir de la clim ou du chauffage, on part le ventilateur en simultané. Si vous souhaitez partir le ventilateur avant le départ de la clim ou du chauffage, c'est à vous à mettre une valeur autre que 0. Question de brasser l'air et de stabiliser le système avant de partir vos équipements. Le délai de post-ventilation a été mis à 2 minutes. Valeur par défaut. Si vous n'en voulez pas, vous l'effacez, vous mettez 0. Si vous le voulez plus long, vous mettez plus long. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est les nouvelles fonctionnalités que je voulais vous montrer ici au niveau du climatiseur. Si on retourne à notre petite présentation. Ah oui, la sortie analogique AO3, ben dans le fond, la AO3, c'est assez simple, merci. Puis c'est vraiment pas... en fait, ça se fait de façon automatique ou à peu près. En fait, je l'ai avec le zonage, je vais vous le montrer sur l'autre système. Ça serait plus logique d'activer ce genre de fonction-là sur un climatiseur en volume constant, donc un climatiseur autonome qui est commandé tout simplement par une sonde. Il n'y a généralement pas de gestion de la pression statique
dans une unité comme celle-là. D'ailleurs, par défaut, vous voyez que le petit volet de contournement disparaît de l'image, ce qui est tout à fait normal, ainsi que la sonde de pression. Alors, si on devait utiliser la sortie 3, bien, tout ce qu'on a à faire, c'est de s'en aller en sortie analogique et de gérer le point de départ et la bande proportionnelle de modulation. Puis on fait juste appliquer. Voyez-vous, avec module externe, c'est ça la différence. Et puis regardez le beau petit texte, justement, qui vous rappelle qu'est-ce que ça veut dire. Si on coche le module externe, vous avez besoin de l'interface externe PTA2 du fabricant ACI. Si c'est le cas, vous en avez déjà une en main, parfait, vous le faites comme ça. Et c'est la sortie Digital 2 du régulateur qui va envoyer un signal sous forme pulsée à la carte PTA2. Et la PTA2 le convertit en une tension 0,10 volts pour moduler exemple, votre valve d'eau froide. Par contre, ça, c'est si vous le cochez. Si vous ne la cochez pas, et c'est ce que le petit texte confirme, si elle n'est pas cochée, par défaut, la sortie analogique 3 devient de la climatisation modulante. C'est aussi simple que ça. Donc, soyez juste très prudent si vous avez à utiliser cette fonctionnalité-là de bien configurer votre régulateur. C'est ce que je voulais vous montrer là-dessus. Je vois le temps filer, ma foi, ça passe toujours trop vite. On va juste retourner ici. Alors, bon, l'option AI4, contact d'alarme, ben ça, on l'a dans, ma foi, la configuration. Je pense qu'on l'a aussi sur le climatiseur autonome. Ça devrait être dans la configuration d'affichage, si je ne m'abuse. Est-ce que je vous compte des bêtises? Oui, regardez, fonction de l'entrée 4, par défaut à off. Alors maintenant, vous l'avez en entrée d'alarme. Vous pouvez même la renommer. Exemple, détecteur fumée. Et je pense qu'on va regarder détecteur fumée, non. Alors, vous l'avez carrément sur l'écran d'accueil de votre régulateur. Fait que si monnaie vous dites, hey, coudonc, l'unité est arrêtée, on ne comprend pas pourquoi, le ventilateur est en panne, bien, vous allez avoir dans le coin ici affiché détecteur de fumée, oui. Fait que vous venez donc de comprendre pourquoi votre système est à l'arrêt actuellement. C'est comme ça que se fait cette configuration-là. Je vous parlais du vernier tout à l'heure, encore une fois. Puis c'est d'ailleurs très bien expliqué dans le texte ici. La séquence vernier, encore une fois, est conçue exclusivement pour se marier à la technologie du compresseur Digital Scroll développé par la compagnie Copeland. Alors, on émet un signal, pour vous le donner un petit peu plus en détail, c'est qu'on émet un signal modulant sur une plage 0 à 5 volts qui s'en va au module de commande de Copeland et c'est ça qui fait varier la capacité du fameux compresseur Digital Scroll. Alors, on a la possibilité de commander des unités avec un compresseur unique, donc dans le fond, on est 0-100% modulation du refroidissement, mais on a aussi une séquence beaucoup plus poussée où on va travailler vernier plus une étape additionnelle. Même dans le cas du régulateur RTU, on peut aller jusqu'à 2 étapes additionnelles, ce qui veut dire que vous avez un compresseur modulant et un ou plusieurs compresseurs en étape on-off, donc étape fixe, et on les entremêle ensemble pour avoir au final une pleine modulation de la capacité de refroidissement. C'est très, très sophistiqué, c'est très avancé. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Le marché, surtout le marché américain, nous a demandé ça. Et on s'attend à voir cette technologie-là se répandre dans le marché ici. C'est quand même récent, mais on voulait être sûr d'être prêt pour accueillir cette nouvelle fonctionnalité-là. Alors, encore une fois, si vous avez des questions qui portent sur cette nouvelle technologie-là, appelez-nous, on se fera un plaisir de vous décrire ça un petit peu plus en détail, mais bon, le temps va nous manquer, alors on va juste s'assurer de couvrir les autres sujets qui nous interpellent ici. Fait que RTU, RTUS, c'est quand même pas mal ça que je voulais vous montrer. S'assurer qu'on n'a pas trop... Bon, l'alternance de temps, je pourrais peut-être vous la montrer tout à l'heure. Le gros clou du spectacle, c'est ça, le PL3Com. Il y en a beaucoup qui en ont entendu parler. Certains parmi vous, des privilégiés, ont même pu les voir en fonction lors de nos événements tournées pro long qui ont eu lieu justement à Laval et à Longueuil chez ProControl cet été.
Qu'est-ce que c'est le PL3Com? C'est un module de communication sans fil. C'est un appareil qui permet d'être monté sur le réseau de communication RS485, qui est utilisé par les appareils Prolong, et de permettre de créer des liens de communication. Alors, ça ne va pas transmettre n'importe quoi. C'est vraiment utilisé sur le bus de communication et ça s'utilise conjointement avec un réseau câblé. C'est que ça vient complémenter un réseau câblé ou ça peut même le remplacer au complet. Justement, dans les cas où passer du fil de réseau devient difficile, exemple, vous déployez un réseau de boîtes VAV, un réseau quand même assez complexe, vers une unité, puis arrive une section du bâtiment dans le milieu, vous traversez un hall ou un passage, tout est fini en gypse, c'est à peu près impensable de passer un fil. Alors, vous avez une section de contrôleur d'un bout, vous avez une autre section de contrôleur de l'autre bout. Les deux sections, entre elles, sont toutes liées en câble réseau, mais pour passer à travers le hall central, ça prendrait comme un fil magique. Bien, le voilà, votre fil magique. Alors, une paire de modules PL3Com, un émetteur, un récepteur, va vous permettre de créer le lien entre les deux segments filés qui n'étaient pas impossibles de joindre précédemment. Alors, comme je dis, ça peut remplacer au complet un système filaire, ça peut juste complémenter les bouts qui manquent ou ça devient impossible de passer un fil. Et ça se met dans tous les niveaux de bus de communication. Je vais vous le montrer dans une seconde. Puis ce qui est intéressant, c'est la quantité de ces trucs-là. Plusieurs de ces systèmes-là peuvent travailler en parallèle dans le même bâtiment sans aucune interférence parce que les groupes de modules PL3Com vont travailler sur des canaux de communication et, tenez-vous bien, on peut créer jusqu'à 127 canaux indépendants. Alors, sur un canal, il peut en avoir plusieurs, puis l'autre canal à côté, il y en a d'autres. Alors, vous pourriez avoir plusieurs systèmes de zonage avec beaucoup de zones, chacun ayant besoin d'une couple de ces trucs-là, puis il n'y aura aucune interférence ou interaction entre les différentes zones qui ne s'appartiennent pas parce qu'ils ne sont pas reliés aux mêmes équipements, aux mêmes machines. Alors, c'est pour ça qu'il y a des canaux distincts qui peuvent être créés. Alors, ce petit appareil-là, ben, un exemple, ça peut être aussi simple que établir la communication entre votre sonde murale et le contrôleur de boîte VAV. Comme vous savez peut-être déjà, notre contrôleur de boîte, le VC2000, c'est une communication sur un bus RS485 avec sa sonde au mur. Alors, comme c'est un réseau de communication, ben, le module PL3Com peut assurer cette communication-là. Alors, si pour une raison quelconque, c'est impensable, passer le fil de com en votre sonde et votre régulateur, ben, vous installez deux modules PL3Com, un étant l'émetteur, l'autre le récepteur. C'est une technologie qui s'apparente à un arbre. Ça a l'air drôle à dire. L'émetteur, on l'appelle la racine. Alors, c'est lui qui est raccordé au maître qui émet les demandes de communication. Et celui ou ceux qui sont les côtés récepteurs, on les appelle les feuilles. Alors, c'est vraiment comme un arbre, un tronc d'arbre. Et le tronc, ben, c'est le boss de communication virtuelle. Alors, il y a une racine et au moins une feuille, ou il peut y avoir une racine et plusieurs feuilles. Vous pourriez donc, exemple, avoir un système de zonage VAV où tous les régulateurs VAV reçoivent un petit module de communication en mode feuille, donc il n'y aurait aucun réseau câblé entre les appareils. Fait que tout pourrait se faire en mode sans fil si c'est votre souhait ou s'il y a des contraintes extrêmes sur votre projet ou c'est impensable de passer du fil de communication, vous pourriez le faire avec cette technologie-là. Ou comme vous voyez ici, sur cette image-ci, vous avez un réseau partiel. Alors, on voit un régulateur d'unité à gauche avec un module de communication TreeCom en mode racine. Et à droite, vous avez un orphelin. Il y a une boîte VAV qui, pour une raison X, Y, Z, ne pouvait pas être raccordée dans le réseau câblé. On lui a donc mis un module en mode feuille. Puis vous avez 4 autres régulateurs de zone qui sont câblés entre eux. Donc, quand un câblage est possible, on va toujours suggérer d'y aller en méthode câblée. A, c'est beaucoup moins cher. Puis B, on s'entend qu'une méthode câblée, c'est à peu près infaillible. Mais si ce groupe-là, justement, parce qu'il n'y a pas de fil possible vers l'unité maîtresse, bien, elle aussi pourrait recevoir un module TreeCom. Alors, dans cet exemple-ci, vous avez un module en mode racine, vous avez deux modules en mode feuille, et vous êtes capable de communiquer avec tous vos appareils de cette façon-là. Les TreeCom sont actuellement en essai très avancé. On en a nous-mêmes dans nos bureaux.
Il y a différents sites actuellement qui sont en essai. On veut compléter nos tests avant la relâche officielle et formelle de l'appareil, avant de publier des chiffres erronés. On veut vraiment être très prudent. Et vous nous connaissez, on ne fait pas des promesses qu'on ne peut pas tenir. Alors, la technologie utilisée, c'est une technologie d'onde radio, c'est sur fréquence 2,4 GHz, mais c'est une technologie avec un encryptage très sophistiqué. Le manufacturier de la technologie, donc on achète une technologie brevetée, eux prétendent une portée d'à peu près 1 km, 3200 pieds. Ça commence à faire de la distance. Évidemment, ça, c'est dans un champ ouvert sans obstacle. Reste à voir dans un environnement réel physique d'un bâtiment avec du béton armé, puis du métal, des cloisons, comment ça va réagir. Jusqu'à date, nos tests sont extrêmement concluants, mais question d'être capable de publier des chiffres intelligents, raisonnables et réalistes. On est en train de compléter nos tests et on aimerait vous dire que le produit va être prêt pour une relâche bientôt. Je ne peux pas vous faire de promesses formelles là-dessus, mais il serait logique de croire, sous toute réserve, qu'on pourrait probablement parler avant la fin de cette année ou au pire au tout début 2023. Comme je dis, le temps de compléter nos tests d'homologation. Mais le produit, physiquement, il opère, il fonctionne. On en a déjà d'installés qui sont actuellement là, en test, en fonction. Ici même, là, à nos bureaux, là, puis sur d'autres sites à l'extérieur. Alors, ben, écoutez, ça, justement, le plus petit système des plus grands systèmes. Alors, ça complète, ma foi, en 58 minutes, notre tournée de Focus 750. C'était quand même bref. C'était vraiment des éléments là, de développement très, très précis, très ciblés sur des régulateurs, comme vous avez vu voir, le RTU, le RTUS, nouvelles fonctions de climatisation, gestion par enthalpie, technologie, compresseur, digital scroll, vernier, bref, des petites choses comme ça. Et très important, la technologie PL3Com que vous voyez là va nécessiter des ajustements au niveau des délais de communication. Tous les régulateurs en version 7.5, à commencer par le contrôleur réseau NC2000, et tous les autres régulateurs qui vont avoir à traiter avec le PL3Com sont déjà prêts avec la version 7.5 pour accueillir le futur PL3Com. Donc, le jour où on lance l'appareil qui va être prêt à la vente, il n'y aura donc aucune modification ou rétrogradation sur des systèmes que vous aurez installés depuis les dernières semaines, les derniers mois. Évidemment, si vous souhaitez utiliser ça sur des systèmes existants ou vous voulez rallonger des systèmes existants utilisant le module sans fil, peut-être certains de vos régulateurs devront être mis à jour au chantier avec la version 7.5. C'est une affaire de 3-4 minutes en prenant le fichier de téléchargement, le hex file de notre site web pour faire une mise à jour lorsque requis. Encore une fois, si vous avez des questions, parlez à nos experts de notre distributeur ProControl ou appelez-nous directement chez Prolon. Ça va nous faire un grand plaisir de vous aider. Là-dessus, je prends justement, désolé, là, on a filé ça un petit peu là, en cavale assez rapide. Peut-être quelques questions. Alors, on me demande si la séquence vernier en chauffage serait-elle aussi disponible. Je me doutais que cette question-là allait arriver. C'est manifestement quelque chose qui est sur la planche à dessin. Ce n'est pas disponible actuellement, mais ce serait quelque chose qui serait très intéressant de voir. Probablement une fonction qu'on pourrait lancer dans un produit comme le contrôleur Flex, avec une étape modulante et des étapes on-off, en remplacement de ce que certains manufacturiers ont déjà fait sur le marché. Viconix a déjà eu un produit comme ça. Fait qu'une espèce de carte de commande vernis en chauffage. Fait que c'est une excellente question. Est-ce que ça va être disponible? J'aimerais vous dire oui. Je n'ai pas de boule de cristal, mais c'est déjà quelque chose qui est sur la liste de cadeaux de Noël, je dirais ainsi. Et on va voir si on développe ça rapidement. Mais manifestement, c'est dans les désirs déjà exprimés. Est-ce qu'il y a d'autres choses? J'ai peut-être eu des petits problèmes d'affichage. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se laisse là-dessus?
Oui, non, peut-être. De toute façon, vous avez nos coordonnées ici. Vous avez mes coordonnées personnelles, donc ne vous gênez pas. Appelez-nous pour quoi que ce soit. Et là-dessus, ben, on va se laisser. Et je vous remercie infiniment d'avoir participé à notre petite présentation aujourd'hui. Et là-dessus, ben, une excellente journée et à la prochaine.